Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors ce soir, on va parler de la confidentialité des données, comment protéger notre vie privée. Avec vous, Laurent Oudot, expliquez-nous, vous êtes le patron de Tetris Sécurité, expert en cybersécurité, comment on peut mieux protéger nos données aujourd'hui? Alors, de nos jours, les technologies, merci de m'avoir invité, sont assez compliquées à protéger. Et c'est vrai qu'on est tellement consommateur de nouvelles technologies, de l'information avec de l'électronique et de l'informatique embarquée partout, qu'au final, les vulnérabilités inhérentes à ces technologies, on l'a encore vu l'année dernière avec Windows, une grosse faille majeure au niveau mondial qui a cassé des entreprises. Et cette année, dans les processeurs Intel et d'autres processeurs, le matériel aussi qui est cassé, donc le logiciel est cassé, le matériel est cassé. Les gens à leur maison, qu'est-ce qu'ils vont penser pour protéger leur vie privée? Ça devient compliqué, c'est un enjeu. Sachant que les objets connectés, on en a partout dans la maison. Aujourd'hui, la plupart de ces objets connectés sont très vulnérables, hein. Oui, tout à fait. Ils sont de plus en plus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont vulnérables parce que c'est une source de profit assez énorme pour les sociétés qui sont, surtout, par exemple, des fois, sur certains continents où ils vont pas pratiquer les mêmes normes de qualité. Donc, il y a beaucoup de production de produits qui arrivent sur les marchés, qui les inondent avant Noël, où pour 40 euros, vous avez un super objet connecté qui ne respecte pas la vie privée. Et peut-être que pour 10 euros de plus, vous avez quelque chose d'européen, voire même français, qui va un petit peu respecter mieux la sécurité ou la vie privée des gens. Mais effectivement, si le consommateur ne se tourne pas vers ce produit, ça peut poser un problème. Alors Hervé Le Guyader, vous êtes notre deuxième invité de ce débat. Vous êtes le délégué justement stratégie à l'École supérieure nationale de cognitique qui est basée à Talence, ici à côté de Bordeaux. Est-ce que derrière justement, c'est pas notre souveraineté numérique qui est en jeu? Alors, d'abord, je voudrais effectivement confirmer, bien évidemment, ce que dit Laurent, c'est-à-dire notre cyberdépendance qui est croissante, hein, que ce soit bien la vie privée que professionnelle, etc. Elle s'accompagne d'une vulnérabilité également croissante. Et cette vulnérabilité, elle s'exprime à la fois sur le plan technologique, mais aussi sur le plan humain. Donc, on en parlera également tout à l'heure. S'agissant de la souveraineté, c'est un mot intéressant parce que souvent, on l'associe à souveraineté nationale, donc à des questions un peu régaliennes de défense, etc., de sécurité. Et là, oui, bien sûr, notre indépendance, notre souveraineté est menacée, notamment par les grands acteurs. Alors, pas toujours... Google, Voilà, Amazon, voilà, Facebook, hein. les GAFA. Alors, pas forcément parce qu'ils vont tenter de renverser tel ou tel gouvernement, mais parce qu'ils fabriquent des briques technologiques qui, elles, peuvent être utilisées par d'autres qui sont des amis ou des ennemis, des acteurs commerciaux, donc pourquoi pas, mais également des acteurs qui sont tout sauf commerciaux et qui, eux, ont des visées de souveraineté nationale, donc fake news, manipulation, etc. Donc on en parlera. Souveraineté, moi j'aime bien ce mot-là parce qu'on peut aussi dire qu'en tant qu'être humain, on doit être souverain de sa vie privée. En tant que dirigeant, on doit être également, faire de son mieux pour régner de façon logique et bien protégé sur son entreprise. Donc je crois que le champ est largement ouvert aux questions de protection. Sachant que sur les objets connectés, on l'a vu par exemple, on peut avoir des poupées vendues à nos enfants qui en réalité se révèlent être des espions, qui collectent tout un tas d'infos sur nous, sur notre vie privée, sur nos conversations, hein. Tout à fait, c'est extrêmement problématique. Il faudrait que les consommateurs aient envie en fait de se tourner. Enfin, il faudrait que ça devienne un besoin, une envie de vie privée. Alors il y a un problème aussi, c'est que les technologies des fois servent aussi à mieux sécuriser la vie du citoyen et l'aspect vie privée sécurité est parfois mis dans la balance, ce qui est un faux calcul en fait. Il ne faut pas baser tout là-dessus. Mais effectivement, il y a une orientation où la vie privée est abandonnée pour des raisons sécuritaires. Est-ce que les gens voudront dans le futur avoir une montre connectée qui annonce des données dans le big data quelque part aux USA et puis le gars n'est pas allé faire son jogging ou il va plus, tiens on voit qu'il est plus abonné à son club de sport et son assurance santé va lui dire tiens mais on va vous augmenter de 50 euros vos cotisations annuelles parce qu'on trouve que vous êtes un cas à risque potentiellement dans quelques années. Du coup, cette vie privée, il faut que les citoyens dans le monde fassent attention à ne pas la perdre. Et donc, il y a des enjeux dessus, parce que sinon, après, la dérive va créer un problème. En résumé, en fait, on est un peu piégé, Hervé Le Guyader, justement par des produits à bas coût. On se dit, voilà, c'est pas cher, c'est connecté. Alors, non c'est un- seulement, pardon, non Et, seulement et donc, ça nous permet en fait d'accéder à un certain nombre de services, mais on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière ce low cost. voilà, non seulement c'est à bas coût, mais en plus c'est extrêmement séduisant.
Et c'est pour ça que ça marche, hein, c'est le multimédia. La raison pour laquelle ça se répand aussi bien, c'est parce que ça a une capacité à séduire le consommateur, qui est même conscient parfois qu'il prend un peu des risques, mais c'est tellement sexy, tellement intéressant qu'on va y aller, tant pis. Hein. Ma carte bancaire, ma foi, on a des lois qui protègent peut-être. Bon. Et c'est là où il faut être... alors, ce qui avant suffisait, le bon sens, la vigilance. Tiens, ce phishing que j'ai reçu, il est écrit dans un français qui n'est pas très normal, donc je sais que c'est quelque chose qui ne vient pas de ma banque. Le problème, selon moi, c'est qu'avec ce qui se trouve maintenant dans quelques universités qui ont des laboratoires de technologies persuasives, avec captologie, Computer as Persuasion Technologies. Donc l'ordinateur est utilisé pour influencer l'être humain. Vous avez des laboratoires qui travaillent en utilisant les sciences humaines, donc les ressorts de la nature humaine, avec la puissance de l'ordinateur et également l'ensemble des données qui sont collectées lorsque vous naviguez sur Internet, qui leur permettent d'avoir un profilage très précis de qui vous êtes, éventuellement de votre communauté, et qui vont donc fabriquer des attaques, des menaces extrêmement crédibles. Et c'est là où on a un peu de souci à se faire, c'est que le niveau de crédibilité de ces menaces-là est en train d'augmenter. Quand on parlait de souveraineté, ce n'est pas par hasard que l'OTAN a déclaré le monde cyber comme étant un 4e domaine de conflit, air, terre, mer, cyber. Moi, je pense que l'information pourra devenir un de ces jours un 5e domaine, parce qu'on a maintenant, si j'osais, des armes de persuasion massive qui sont faites par nos petits camarades universitaires que je nommerai pas, mais outre-Atlantique notamment. Oui, on l'a vu aussi pour les élections. La Russie a utilisé énormément justement ces systèmes de piratage pour essayer de parasiter des campagnes électorales comme celle en France. Tout à fait. Pour la dernière présidentielle. Derrière, qu'est-ce qu'on a justement, Laurent Oudot, comme pare-feu, comme solution, aussi bien pour le consommateur que pour l'État, pour faire face à ces menaces ? Alors là, les solutions techniques ne sont pas forcément abouties pour le moment, puisque l'envie de privacy, elle est quand même relativement faible. Il y a des gens qui ont conscience de ça, qui font attention, qui ne mettent pas les photos de leurs enfants sur Internet, etc. Et puis, comme vous le disiez, Hervé, effectivement, il y a des gens qui trouvent ça tellement pratique au quotidien que finalement, on est aspiré par la technologie, on en devient dépendant. Normalement, ça prolonge nos sens, c'est un outil de plus, tous ces éléments informatiques, mais effectivement, comment les utiliser de manière propre ? Il y a des solutions, par exemple, on peut essayer de prendre des outils open source, on peut prendre des logiciels libres, on peut dire j'ai une base sous Windows, mais je vais faire de la bureautique avec des logiciels libres, on peut dire j'ai un outil, je suis obligé d'aller sur Internet avec mon browser web, mais je vais faire attention, je vais effacer toutes les petites traces que je laisse avec des outils anti-cookies, etc. Bon, c'est de la technologie, mais il y a la CNIL en France qui nous donne de très bons conseils et il y a énormément de sites, tout à fait, qui vient de fêter ses 40 ans, donc heureusement qu'ils sont là. C'est un pare-feu, c'est déjà un pare-feu quelque part, mais je ne vais pas rentrer sur les aspects juridiques après et européens, mais c'est déjà un premier pare-feu en France. On a une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui essaye aussi d'imposer des normes sur les créations de ces technologies, avec d'autres ministères aussi, pour essayer de faire en sorte que quand quelqu'un va créer un objet, informatique qui va être manipulé par tout le monde, on puisse avoir un petit label de confiance pour qu'à la maison on puisse dire bon ben voilà, j'ai peut-être dépensé 10 euros, 20 euros, peut-être plus encore sur cet équipement, mais au moins j'ai une fiabilité, je sais que les données vont pas aller se balader partout et puis faire ce que Hervé présentait. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, de votre côté, justement, en tant que justement responsable à l'École nationale supérieure de cognitique, à vos étudiants? Qu'est-ce que vous leur dites à ce sujet? Alors, nous, notre credo, c'est la transdisciplinarité. C'est-à-dire que les vrais problèmes ne se résolvent pas simplement par une discipline, mettons les mathématiques ou l'informatique, etc., qu'il faut avoir une vision transdisciplinaire des choses. Et en la matière, la cybersécurité ou cyberdéfense, c'est vraiment tout à fait... ça illustre parfaitement ce point-là, parce que, une fois de plus, la vulnérabilité, elle est tant technique que humaine. Je vais donner un exemple tout récent. Samedi dernier, à Hawaï, les gens se réveillent parce qu'il y a eu une alerte au missile balistique. Alors, tout ça parce qu'un opérateur a commis une erreur. C'est-à-dire l'interface homme-machine était mal conçue. Menu déroulant, entre le bouton alerte et puis l'exercice d'alerte, il y avait peu de différence et le gars a cliqué sur alerte. Donc ça fait évidemment une panique épouvantable. Il a fallu 45 minutes pour que les masses médias relaient l'information comme quoi ce n'était pas vrai, pour que les choses reviennent au normal. Donc une approche
effectivement transdisciplinaires qui permettent aux gens d'avoir une compréhension globale, des outils qu'ils sont en train d'utiliser. Je veux dire, le bon sens n'a jamais fait de mal à personne. Quand Laurent mentionnait les gens qui mettent des données aveuglément personnelles sur le cloud en utilisant des réseaux sociaux, bon, où est le bon sens là-dedans? C'est-à-dire, une fois de plus, on est pris dans ce jeu de séduction de ces outils qui, effectivement, sont tellement parlants. Et avec l'entraînement également social, les réseaux sociaux, où, pour certaines catégories de personnes, on ne peut pas vivre sans. Autrement, on n'est pas du club, on n'est pas de la communauté, on n'est pas encore exclu. Mais ça pourra venir un jour peut-être. Donc, c'est ce phénomène-là pernicieux qui vraiment mélange sciences dures, technologiques, etc., avec sciences humaines, avec tous les biais cognitifs qu'exploitent les gens des réseaux sociaux et puis les autres qui vont faire en sorte d'avoir des menaces qui exploitent effectivement la façon dont votre nature humaine va se révéler dans vos pratiques. Il y a un règlement européen, un nouveau règlement européen sur la confidentialité des données qui va justement entrer en vigueur fin mai. Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs? Alors pour ça, nous, citoyens. Ouais, donc ça, c'est du lourd, effectivement. Le 25 mai 2018, il n'y aura pas d'échappatoire, il y aura une obligation aux entreprises, aux collectivités, administrations, de se mettre en conformité avec ce fameux RGPD, donc RGPD, Règlement général protection des données, qui va bien au-delà de l'ancienne directive 95 et de la loi informatique et liberté, et qui donc impose à ces organismes-là impose un certain nombre de mesures extrêmement concrètes de mise en conformité avec une remise à plat complète de leur process, c'est-à-dire que dès l'instant où, dans la nature de votre activité, vous manipulez des données personnelles, vous devez avoir fait un audit et un audit d'impact de façon extrêmement sérieuse, avec une sorte de commissaire aux comptes, ils appellent ça un DPO dans le jargon, un commissaire aux données qui va épauler le dirigeant ou le patron de la collectivité pour être sûr qu'il n'y a pas de risque de départ d'utilisation de ces données. Ce que disait Laurent Autolaire était tout à fait juste, c'est-à-dire que les données ont de la valeur. Cette valeur-là est bien identifiée et capturée par les réseaux sociaux, par exemple, qui vous capturent ensuite. Cette valeur-là, il n'y a pas de raison qu'elle échappe aux citoyens qui les ont, ces données, créées par leur navigation. Donc c'est un truc absolument énorme et qui est totalement transdisciplinaire parce que oui, il faut du juridique, évidemment, il y a une loi. Oui, il faut de la technique, puisqu'il faut faire un audit technologique de toute la société. Oui, il faut des ressources humaines parce qu'il y a des procédures à mettre en place, à réévaluer et à auditer assez régulièrement. Et puis, il faut un chef d'orchestre qui, lui, comprenne une vision stratégique globale de la situation. D'où l'utilité, le côté indispensable de la transdisciplinarité. Laurent, justement, qu'est-ce que ça va changer par rapport aux géants comme Google, comme Amazon, Facebook, qui collectent aujourd'hui toutes nos données? Est-ce que vraiment ce nouveau règlement européen permet d'inverser la tendance et de mieux nous protéger? En quoi ça va changer la donne? J'ai envie d'y croire, en tant que citoyen européen et citoyen français, j'ai envie d'y croire parce que, en fait, au niveau diplomatique, on a une nouvelle arme juridique et du coup, l'Europe va pouvoir un petit peu induire une sorte de soft power sur une sorte de pouvoir sans rupture. On n'est pas dans une agression directement avec les autres, mais en tout cas, ce sont des grands principes, un petit peu comme des déclarations sur les droits de l'homme, etc. Ce sont des principes sur comment, effectivement, on doit respecter les humains et les données dessus. Ça va aller très très loin dans le futur. On voit déjà des pays qui sont en train de réfléchir à si par hasard un jour on est capable d'extraire les données d'une personne qui est décédée, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il faut que la personne remplisse quelque chose en disant je ne veux pas qu'on lise, qu'on fasse une copie de mon disque dur, de mon cerveau, après que je sois décédé parce que j'ai ma vie privée, tout ce que j'ai fait, je ne veux pas que ça soit copié ailleurs, etc. On arrive à un aboutissement où il y avait un grand besoin, comme vous le disiez, depuis 1995 et même avant, d'améliorer ça pour pouvoir dire stop. On s'est bien amusé, on a fait du business, mais maintenant on va essayer un petit peu de passer à une nouvelle phase qui va correspondre à la création d'objets technologiques qui respectent la vie privée. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens, comme quand ils achètent de la nourriture, quand ils choisissent d'acheter des tomates chez le petit producteur du coin, du bio, voilà, et qu'ils disent tiens, je sais que c'est quelque chose qui est respectueux de certaines valeurs, eh bien, il faudra faire pareil. Il faut espérer que le triptyque, les consommateurs, plus les créateurs de technologies, plus les États, qui ne doivent pas non plus empêcher, en mettant trop de règles, les entreprises qui veulent créer des choses. Il faut que tout ça revive et fasse un nouveau départ. Et l'Europe peut être effectivement un guide sur ce futur-là. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup.
et on espère justement que votre optimisme va vous donner raison dans les mois à venir. Alors il nous reste un petit peu de temps pour vous donner quelques infos éco et notamment une belle info emploi, c'est le secteur des transports et de la logistique qui recrute à tour de bras en Nouvelle-Aquitaine. Il y a plus de 1500 offres d'emploi à pourvoir en 2018. Ils recherchent en particulier des conducteurs de camions, mais aussi des opérateurs logistiques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater sur le site www.tremplin2018.fr. C'est une info que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter éco de Sud-Ouest. Sinon, pour ne rien manquer justement de l'actualité éco de notre région, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. Et une dernière info, c'est justement pour faire face à l'arrivée de la LGV, l'aéroport de Mérignac lance un grand plan d'investissement de 130 millions d'euros sur 6 ans. Ils vont rénover notamment le hall A et le terminal Billy qui va être agrandi, celui qui est dédié au vol low cost. Et donc il y aura aussi un nouveau terminal de jonction entre le hall A et Bordeaux qui va être construit justement pour améliorer le confort des passagers. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur TV7 évidemment. À très vite.